Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Salut les pandas, cette semaine suite et fin de l'entretien avec Sébastien Pouilly. Alors cette semaine on va parler de train, mais aussi d'innovation. Alors bonne écoute les pandas. Alors c'est marrant parce que du coup c'est un podcast donc on voit pas quand je souris, mais je suis en train de sourire parce que le PI Planning c'est le RTE qui lance la dynamique, qui accueille, etc. Et là mon tribe leader m'a dit j'aimerais bien faire l'ouverture. Et je dis vas-y, Évidemment. fais l'ouverture, accueille les gens, on est en remote, accueille-les en musique comme on fait maintenant. Et puis vous faites une petite musique. On fait, je démarre toujours en musique depuis maintenant qu'on a démarré en remote, je trouve ça, et puis des musiques complètement différentes, un peu entraînantes. C'est toi qui choisis, c'est la surprise ou il y a un petit vote? Alors non, là c'est moi qui choisis. Et là je lui ai dit mais vas-y, démarre, et puis j'ai le pendant du tribe leader qui est l'IT tribe leader, donc qui est un peu mon responsable ou mon supérieur dans cette organisation. Et je lui ai dit, tiens, lance la deuxième journée. Et je trouve ça vachement sympa, et je pourrais très bien un jour dire à un Scrum Master, un PO, fais-toi plaisir, fais l'ouverture, parce que c'est super sympa. Tu as 120 personnes qui sont là à écouter, à attendre, et je trouve ça, c'est un peu comme un DJ, tu lances la musique, t'accueilles, donc justement de casser un peu cette routine en disant qui veut faire l'ouverture, même si c'est dans mon rôle de RTE, donc après je reprends le cadre. Tu te défausses du rôle, pas c'est du au contraire, tu vas impliquer les gens. Et je trouve ça sympa, comme tu dis dans les démos, à un moment donné, de dire est-ce qu'un dev veut jouer le banquier? Est-ce que quelqu'un j'ai toujours peut-être rêvé d'être banquier, est-ce que tu veux faire le banquier? Ou est-ce que tu veux faire le client sympa, le client riche? Et voilà. C'est l'occasion un petit peu de sortir de son rôle et puis de jouer. Et puis ça peut créer de l'innovation, je veux dire. Ou alors le dev qui va être anti-banquier. Ouais. Je pense que ça doit exister. Au contraire, qu'est-ce qu'il ferait différemment? Ça va faire ça. Tout à fait. C'est un autre fil de lecture qui est hyper intéressant. et dans tout ça, le but, c'est aussi... on est là pour travailler, c'est sérieux. Oui, mais on est là aussi pour le faire de façon sympa. Donc, si on peut en effet... mettre de la musique, mettre un peu de vie, d'humour, c'est super sympa. Carrément. Et donc, alors, ton train, donc là, tu étais plus sur la phase, ça y est, il est lancé, elle est suivie. Est-ce que tu as... comment tu suis un train? Comment tu le manages? Alors, comme je te disais, il y a la partie, en fait, pendant l'exécution, où on va faire de l'ajustement. Donc, communiquer... à chaque fois sur toute la partie synchronisation sur ce qui va sortir. Alors pour l'instant, on communique sur ce qui sort. Alors ou ce qui va prendre du retard. Alors, je veux dire, c'est marrant, c'est pas le bon mot, mais on voit bien les couleurs qui changent, mais pour autant, on n'a pas encore assez de réactivité en disant attends, si ça sort, on se pose. Est-ce qu'on accepte que ça sorte? Est-ce qu'on repriorise? Pour l'instant, on est encore un peu spectateur du truc. On n'a pas encore pris cette façon de travailler, de dire attention, ça sort, est-ce que tout le monde valide que ce sujet-là va sortir? Est-ce qu'on dépriorise un certain nombre de choses? On n'est pas encore là-dedans, mais on a déjà un premier élément, c'est-à-dire qu'on donne une visibilité toutes les semaines de l'avancement. Et quand on fera nos PI objectives, donc à la fin où on regarde si on a atteint des objectifs en termes de valeur métier, qui était défini à l'avance. Notamment au cours du PIP. Tout à fait. On n'est pas surpris de se dire on a atteint que 50%, puisqu'en fait, on voyait bien que la couleur, elle allait pas bien. Mais pour autant... Ton point, c'est bien de dire, j'attends pas mes 3 semaines pour dire, on est en retard. Il y a un problème. Voilà. On le fait toutes les semaines, et comme je te disais, s'il fallait le faire toutes les 2 semaines, on le ferait toutes les 2 semaines. Donc, on ajuste, en fait, et on adapte le dispositif tout au long de l'exécution. Là où on fait un focus un peu plus précis, c'est lors d'une Inspect and Adapt, où on se dit qu'est-ce qu'on veut adresser comme grosse problématique? Des problèmes d'environnement, de passage d'environnement différents, des problèmes de métiers, de demandes métiers qui n'arrivent pas au bon moment. Et là, on fait un focus et on essaie de les résoudre.
Et après, parfois aussi, c'est bien d'aller dans le mur, c'est-à-dire que on va pas essayer de tout résoudre. On a eu un PI planning là qui a été décalé de 3 semaines. Je m'ai dit, on ne décalera jamais un PI planning. Il a été décalé pour des raisons de planning, de delivery. Et je pense que c'est intéressant de l'avoir fait pour se rendre compte qu'il ne faudra plus refaire ça. C'est-à-dire que ce qu'on a gagné à le décaler en disant non, on n'est pas prêt, on va le décaler, on a perdu énormément de choses. Donc c'est ce que j'appelle à un moment donné aller dans le mur. Il faut qu'on se rende compte, il faut faire des choix, il faut faire des mauvais choix à un moment donné pour se rendre compte qu'il y a d'autres alternatives. Et c'est vrai que si on améliore tout au fur et à mesure, les équipes vont être dans un rythme de croisière, confortable. Et parfois, il faut se planter pour mieux rebondir. Donc on ne va pas se planter à chaque fois. Mais ça fait partie aussi des éléments. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin pour se rendre compte que ce n'était pas bon. Je vais juste prendre un exemple. On avait avant un backlog dans Excel. Et je me suis dit, on va attendre. Déjà, c'est un risque. Oui, mais je me suis dit, on va attendre en fait qu'il y en ait au moins 4-5 qui n'en peuvent plus. On va attendre de perdre plusieurs versions, d'avoir des statuts, des fils dans tous les sens avant de mettre un backlog outillé. Pour nous, on a pris Jira. Tu voulais vraiment que le besoin, il émane de... Exactement, parce que si on avait mis dès le début dans Jira, la partie process communication, elle aurait été la même. Et l'adhésion à l'outil aurait été plus dure. Voilà. Et puis, j'avais pas d'autre alternative derrière. Ah oui, okay. Donc, c'est intéressant à un moment donné, mais de façon maîtrisée, de se dire, on continue, on laisse aller, pour que la prise de conscience soit un peu plus collective et que du coup l'adhésion du nouvel outil, de la nouvelle façon de travailler soit plus simple. Ok. Et donc, post-exécution, tu as ce que tu as dit un peu, tu en as parlé, mais l'inspecte et l'adapte, et après tu lances le prochain train. Oui. Est-ce qu'il y a une chose encore que tu adaptes du framework ou tu le suis by the book? Alors, il y a des choses qu'on adapte en fait par la force des choses. Par exemple, on n'a pas aujourd'hui systématiquement de système team, donc une équipe un peu transverse qui facilite le travail qui est plutôt orienté IT des équipes. Donc ça veut dire que on met des relais dans chaque équipe, des tech leads typiquement, et puis on essaye de mettre en place des communautés de pratiques pour créer ça. On a un train, on n'a pas de système architecte. Ok. Donc, alors ça, c'est un choix ou non, c'est pas encore mis en place. Donc, on adapte, mais de façon forcée. Par contre, on sait que autant il y a des choses qu'on a adaptées, typiquement que les métiers fassent des team breakout, et ça, on sait que c'est un choix et que ça a beaucoup de vertus. De ne pas avoir de système architecte, c'est pas un choix et ça n'a pas de vertu. Donc on adapte des choses par la force des choses. Quand je te disais, on faisait des PI de 14 semaines, on a adapté. Il y a même beaucoup maintenant de trains qui sont sur des rythmes des 4 saisons. Donc, des 4 saisons. Alors c'est super, hein, ils ont leur PI prévu pour les 10 prochaines années. Ça tombe toujours au même moment. Ça, c'est des choses, j'aurais pu être tenté d'y aller, et après je me suis dit, je préfère essayer de faire 5 PI par an, avec des PI plus courts, pour, comme on disait à un moment donné dans la discussion, garder une dynamique et puis avoir plus de sujets, être plus prédictible, mais ça aurait pu être, dans certains cas, des adaptations pertinentes. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est certes, oui, parce que tu as une meilleure prédictibilité, parce que tu fais plus d'itérations, donc tu as plus de données, entre guillemets, pour des backtests, mais est-ce que c'est pas aussi parce que tu sais que quand on parle de PI planning ou à la fin les inspect et adapt, on sait que c'est des cérémonies qui plaisent énormément et que c'est justement les moments où en fait ça rebooste un peu les gens, quoi. Alors, c'est un élément qui est intéressant parce qu'en effet ça redonne une dynamique du coup plus fréquente, mais à contrario, ça a un coût. Et donc faire 5 PI planning par an ou 4, 10 jours fois le nombre de personnes. Donc, et le coût, c'est quelque chose qui va revenir souvent, même si de plus en plus maintenant, métiers comme IT ont bien compris que ces 2 jours-là font gagner beaucoup plus que le coût engendré. C'est vrai que c'est difficile à vendre, ça surtout un top management. Enfin, je ne sais pas si tu étais dans ces discussions, mais je serais curieux de voir comment dans ta banque fan de rugby, ouais, alors, ça a été...
proposé, accepté? Il n'y a pas de règle en fait. Il y a des fois où c'est naturellement, il n'y a eu aucun souci, puisqu'en fait, pendant ce temps-là, on sait que les gens travaillent, on sait que le fait que le métier IT échange, ça a une valeur qui est plus importante que le reste, et que on planifie, etc. Et puis après, en effet, tu as d'autres cas où on se dit, est-ce que c'est important que tous les devs soient là? Est-ce que le petit déjeuner est important? Est-ce que le repas est important? Et en effet, le petit déjeuner, ça va coûter, je veux dire, par exemple, 500 €, c'est rien. Je vais même aller chercher, je suis allé chercher à la boulangerie, je dis oui, c'est important. Parce qu'en fait, les gens, pendant ce moment-là, vont échanger, vont discuter, vont se connaître. Le déjeuner, on n'a pas pu le faire, et puis après, on est rentré dans cette longue période de remote, mais les RTE disaient, en effet, quand tu fais un déjeuner, un buffet où tout le monde est ensemble, en fait, sur l'heure et demie qu'on prévoit pour le déjeuner, tu as beaucoup plus d'interactions, etc. Donc, en fait, ces coûts-là, par rapport au gain, c'est minime. Tu as un rapport de 10 entre le coût et le gain que ça apporte. Et le PI planning, c'est ça aussi. Donc, je pense que ça rentre maintenant dans cette culture-là. On ne parle plus du PI planning, c'est un coût. Ceux qui essaient de le faire sur un jour, je pense que les trains ont soit disparu, soit sont de très petite taille, mais se sont rendus compte que il n'y a pas le recul. Il y a un intérêt à le faire sur 2 jours. Il faut digérer les choses, il faut préparer. Si tu prépares tout avant, de toute façon, le travail, tu l'auras fait. Mais c'est pour ça que tes 2 team breakout, ils sont jour 1 et jour 2. Exactement. Tu as eu la nuit, tu as eu les échanges, la soirée potentiellement. Exactement. Donc en fait, ça, je pense que maintenant, c'est, en tout cas à notre niveau, c'est ancré parce qu'il y a cette maturité. On parlait de l'innovation. L'innovation, c'est pas encore ancré. C'est-à-dire que ça, on estime que pendant que les gens font ça, ils ne font pas autre chose. C'est parce que c'est... Oui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, finalement, on ne délivre pas de valeur pendant ce sprint, qui peut être dur. Après, c'est peut-être, je travaille sur une valeur dans 2 ans qui va peut-être révolutionner ta banque et faire que tu seras la numéro 1 au monde. Et tu as le côté, alors j'ai perdu le fil, mais... comment dirais-je, top management, c'est vachement dur à appréhender, quoi. C'est très dur à manager, en réalité. Mais encore, ça tourne là. Encore une fois, l'innovation, la première fois où il y a un sujet qui aura été fait pendant cette période-là et qui va donner lieu à une fonctionnalité... Il faut le premier, quoi. Et c'est ça, ou un process où on va se dire, mais attends, c'est pendant l'innovation où on a mis en place cette façon de suivre tel et tel truc qui maintenant nous fait gagner 1 semaine par PI, ou c'est pendant l'innovation qu'on a vu cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau type de développement qui réduisait à la milliseconde les temps de traitement. On se dira, je veux avoir maintenant un jour d'innovation par semaine plutôt que 0,5. En fait, et c'est un peu ça, il faut les premiers PI planning pour se rendre compte de l'effet positif que ça a. Et au bout de 1, 2, 3 en général, déjà on se rend compte du premier, c'est que les gens sont alignés, ont discuté entre eux et qu'on part sur quelque chose de global. Au bout de quelques PI, on se rend compte que, maintenant les gens sont toujours alignés, mais on arrive à terminer ce sur quoi on s'est engagé. Ça faut un peu plus de temps parce que il faut s'autoriser à revoir un peu à la baisse le volume, oui. On n'est plus, et voilà, on n'est plus dans l'approche. Il peut faire 100, je vais lui mettre 120 comme ça. Je suis sûr. Là, on est dans une approche. Il peut faire 100, mais on va partir sur 90, parce qu'en fait, on va se laisser cette fameuse IP. Ça, tu as réussi à toi ou l'ensemble des équipes, c'est dur à... Il faut, je pense qu'on y arrive au bout du 3 ou 4e PI, quand on se rend compte, en fait, quand on suit les métriques de prédictabilité, que de toute façon, on vise d'être entre 80 et 100% comme un projet IT en termes de prédictabilité de choses sur lesquelles on va réussir. Et le premier, en général, le premier il va bien se passer parce que il y avait de l'embarqué. Donc, le deuxième, donc le premier il va être à 100, le deuxième il va être 60, on va se dire aïe. Le troisième, par contre, il va être à 50, on va dire aïe aïe. Et après, on commence à se dire pourquoi en fait on n'arrive pas à terminer, parce que nos sujets sont trop gros, sont mal découpés, parce qu'on charge trop les équipes, parce qu'on ne travaille pas assez sur les adhérences, parce qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer sur le risque. En fait, tout ce qui, dans un PI planning, décompose cet exercice. Citer, en fait. Voilà. Et donc, on va se dire, le risque, on va mieux le gérer. Les adhérences, on va mieux les matérialiser.
les objectifs, on va mieux les écrire. On va peut-être avoir des objectifs sur lesquels on va committer, d'autres on va pas committer. Donc certains on va s'engager, d'autres non, parce que c'est important de dire si on peut pas s'engager, c'est qu'il y a quelque chose encore qui est pas clair. On a une dépendance extérieure trop forte, on a des éléments particuliers. Donc ça, vous êtes capable d'abandonner, de mettre de côté. Oui, alors c'est ça qui est bien dans cet exercice, quand chacun joue son rôle. Lors du dernier PI planning, à un moment donné, on a un vote de confiance à la fin du PI planning, avec les doigts de la main, c'est assez simple. Hein. Voilà, 1, 2, c'est pas bon, 3, c'est correct, et 4, 5, on est super bien. Go live, quoi. Voilà, et en fait, selon les équipes, le 3 et le 4 et 5 ne valent pas la même chose, parce qu'en fait, Et donc, on fait par équipe, et on le fait au niveau du train. La dernière fois, il y a une équipe qui avait un vote de confiance, en fait, inférieur à 3. Donc, on a dit, cette équipe va faire un rework, va retravailler sur son périmètre. Et à la sortie de ça, on ne l'a jamais eu sur le train pour l'instant, mais c'était la première fois qu'on avait sur une équipe. Ça veut dire qu'on a dit, cette équipe, on ne va pas prendre 2 sujets, et parfois des sujets qui peuvent être pur business importants ou réglementaires, parce que ça ne rentre pas. Et c'est important en fait de respecter chaque étape, parce que si on dit voilà un PI planning, il y a tout ça, on va parler des risques, on va planifier, on va faire le vote de confiance, et que vote de confiance, s'il y en a un qui est inférieur à 3, on fait bon, on y va quand même. Les équipes... tu votes plus, quoi. Tu votes plus, ou la prochaine fois tu votes 3 pour pas qu'on te pose la question. Et c'est important de se dire que entre ce qui est candidat et ce qui est embarqué au final, tout ne va pas être embarqué. C'est-à-dire que l'exercice sert bien à quelque chose. Et ça, l'ensemble des squads l'acceptent. Alors oui, même au sens large, au sens métier. Il faut communiquer juste. Il faut communiquer en amont, c'est-à-dire de dire attention, tout ce qui est candidat ne va pas être embarqué, et tout ce qui est embarqué ne va pas être terminé. On va essayer, une fois que c'est embarqué, par contre, si c'est embarqué dans les bonnes conditions, on sera entre 80 et 100. Et au plus on sera rigoureux sur cet exercice et rigoureux en amont, au plus on se rapproche des 100%. Donc c'est un exercice, c'est pour ça que quand je te dis il faut 3-4 PI, c'est-à-dire qu'il faut l'éprouver, il faut se rendre compte aussi qu'on a été trop confiant, pas assez confiant, trop préparé c'est rare, mais pas assez préparé, pour que derrière on rentre dans une dynamique assez homogène. Je vois, ce qui est intéressant, c'est que aussi j'ai l'impression qu'il y a autant d'experts safe que de manières de l'appliquer. Et je pense que tu as plusieurs méthodes qui fonctionnent. Moi, de ce que je comprends, toi, tu aimes bien, par défaut, mettre safe. Oui. Et de dire, tiens, ça sert à rien, on l'enlève, ça, on l'adapte, ça, c'est génial, etc. Alors que moi, je vais plutôt voir le truc en dessous en disant, je vais mettre un peu moins, je vais partir des bases de certitude et incrémenter. Et en fait, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de méthode. C'est en fonction vraiment de ton contexte. Qu'est-ce qui s'y prête, quoi. Et alors, en fait, c'est ma perception. Hein. J'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur des équipes où on était 3-4 sur un périmètre Big Data qui était en plus assez jeune. Hein. Et à force de grossir, on est passé de 8 personnes à plus de 100. Donc, on a fait ce scale-up dans ce grand groupe. Hein. Et quand on arrivait à 4 équipes qui travaillaient ensemble, on a commencé à mettre en place des éléments du framework safe, hein. Mais on n'a pas dit qu'on lançait un train, on n'a pas dit qu'on faisait du safe. On a dit on fait de l'agilité à l'échelle. Donc on a mis en place des points de synchronisation, on a mis en place l'équivalent de PI planning. Hein. Sans les citer, en fait. Sans les citer, puis... tu sentais que c'était les termes qui faisaient peur, qui pouvaient rebuter. Alors c'est même pas ça, c'est que c'était il y a plus de 3 ans maintenant, c'est que j'avais pas été formé, j'avais pas toute cette culture, donc en fait on a mis des choses qui nous paraissaient logiques, etc. Et je pense que je referai l'exercice aujourd'hui en étant formé, certifié safe, je le referai de la même façon, c'est-à-dire que je dirais on va mettre de l'agilité à l'échelle, je ne vais pas dire on va mettre du safe, et je mettrai en fait, comme tu dis, des points de synchronisation, un point de rencontre, de planification, des démos communes, etc. Par contre... Je pense que c'est la bonne approche, parce que safe fait peur, enfin, notamment aux devs qui sont peut-être un peu plus éveillés à tous ces frameworks Agile at Scale. Enfin, Agile at Scale est un framework, mais moi j'ai quelques commentaires de devs qui me disent « Ouais, attention, safe ça fait peur, c'est le gros monstre, donc...
c'est peut-être aussi une manière de... Alors, et c'est pour ça, dans ce contexte, ça avait un sens. Dans les contextes aujourd'hui où je suis, je pense qu'il est préférable de dire on va mettre en place le framework SAFe et on va sensibiliser, former les gens, mettre tel que c'est prévu l'ensemble des choses et on va plutôt adapter après. Ça veut dire que typiquement, le Scrum de Scrum, qui est le point de synchronisation des plutôt Scrum Master et le PO Sync, on peut le regrouper dans ce qu'on appelle un hard sync, parce qu'on voit que c'est un sens, mais même sur le deuxième train, j'ai attendu qu'il y en ait la nécessité pour le faire. Parce qu'en fait, chaque train est différent, chaque organisation. Donc, dans le deuxième cas, je suis plutôt favorable de poser le framework tel qu'il est prévu, et l'adapter. Et de l'adapter a posteriori. Mais par contre, dans le premier cas, je préfère poser des petites briques, mais je ne vais pas appeler ça safe. Alors, je ne sais pas si je suis trop puriste, mais, pour justement dire on fait de l'agilité à l'échelle d'un côté, et de l'autre côté, on fait de l'agilité à l'échelle avec un framework qui est safe. Et les deux sont valables. Et peut-être qu'à un moment donné, quand on aura enlevé trop de choses dans le deuxième cas du framework safe, on dira on fait de l'agilité à l'échelle. Parce qu'une fois que tu as enlevé trop de choses, et peut-être que dans le premier, quand on aura quasiment tout mis, on dira on va peut-être appeler ça un train maintenant, on va peut-être appeler ça un PI planning plutôt que le gros événement du trimestre, tu vois. Ouais, et puis après, moi je pense que ce que veulent les entreprises, qu'ils soient estampillés, Safe, Nexus, je pense qu'en vrai, à part les détenteurs des frameworks, tout le monde s'en fiche. Toi, ce que tu veux dans ton entreprise, c'est que ça fonctionne, quoi. Alors, c'est que ça fonctionne et que les gens aussi soient bien en fait dans leur rôle et dans leur travail. Et en fait, c'est ça, c'est mettre en place les conditions, co-construire ce qui va être favorable en fait à la fois pour le business, pour développer ce qui est attendu, et pour les gens qui soient dans un endroit où ils aiment travailler, où ce soit efficace. Et c'est vrai que brut de fonderie, quand tu poses safe, tu te dis c'est un peu trop carré c'est lourd. Pour que les gens soient bien dans leur rôle, plus le business. Et en fait, force est de constater que si, ça fonctionne bien. Après, il faut juste rester humain et avoir les personnes en fait qui... Et puis comment tu poses le framework. Exactement. Ok. Merci beaucoup Sébastien. Alors j'ai encore une petite question, parce que là on a parlé de safe. Et pourquoi tu es allé sur safe ? Est-ce que c'est parce que dans ta banque fan de rugby c'était safe, mais pourquoi pas Nexus, Agile at Scale ou tous les frameworks ? Alors en effet, je suis allé sur safe parce que c'était le framework qui avait été choisi. Okay. Mais à chaque fois, je suis allé sur l'agile parce qu'en fait j'étais dans le couloir juste à côté des équipes Big Data où on m'a dit on voudrait quelqu'un qui a du bon sens, l'habitude de mettre en place des organisations pour mettre en place l'agilité. On m'a dit est-ce que tu veux le faire ? Je dis oui. Et en fait quand Safe est arrivé, on m'a dit tu fais déjà... c'est ça en fait, tu fais déjà de l'agilité à l'échelle avec tes 4 équipes. Est-ce que tu veux le faire avec un cadre ? Donc oui, et ça aurait été n'importe quel cas, je l'aurais pris. Après, je pense que dans ma nature d'être quelqu'un qui aime la préparation, qui aime le cadre, Safe correspond en fait à ma personnalité, à ma nature. Voilà, j'aime bien préparer, j'aime bien avoir l'outillage. Mais pour autant, en tant qu'RTE, dans les premiers pièges, je me suis dit c'est moins sympa que Scrum Master. Scrum Master, je faisais des super rétros, il y avait... Beaucoup plus proche de tes équipes que tu suis. Et des équipes, et puis il y avait moins de règles, et en fait je me suis aperçu qu'il fallait juste que je digère un petit peu ce nouveau mode de fonctionnement. On a retrouvé le fun, en tout cas moi je l'ai retrouvé dans ma façon de travailler en tant qu'RTE, alors qu'au début je m'interdisais de l'être parce que c'est sérieux, c'est F1. Donc, je faisais attention, et puis et en fait je me suis aperçu que je reprends maintenant du plaisir aussi et du temps avec les équipes, que ce soit les Scrum Masters, certains développeurs, des PO, les métiers, mais il fallait peut-être un peu le temps pour digérer ça. Et que tu sois à l'aise dans ce rôle-là pour retrouver ta personnalité. C'est ça, me sentir en fait légitime dans ce rôle-là. Ok, chouette. Et tes prochains défis ? Un prochain défi. Que tu peux divulguer. Hein. Oui, alors j'aimerais pouvoir
allier un peu la partie opérationnelle en tant qu'RTE à la partie un peu plus accompagnement, formation. Donc, j'aimerais pouvoir donner des formations safe pour voir, pouvoir bénéficier en fait de mon expérience opérationnelle et pouvoir la partager au même titre que je partagerai la partie théorique. Donc, c'est un peu travailler sur cette partie formation. Et puis, tu parlais de l'ACE tout à l'heure, c'est aussi d'être encore plus impliqué dans cette co-construction en interne sur la partie transformation. Chouette. Merci beaucoup Sébastien. J'espère que tu as passé un bon moment. Et puis pour tous les auditeurs, on vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Anthony. Merci, au revoir. Voilà les pandas, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous l'avez trouvé inspirant. La semaine prochaine, je reçois le hacker éthique dont tout le monde parle, Yassir Khazar, le CEO de Yogosha. Bonne semaine à tous les pandas!